Mesdames, Messieurs, chers internautes, fidèles de Zoom IT News, bonsoir. Voici les faits marquants de l'actualité de la semaine. Un propriétaire de pompe à essence, une pharmacienne et un kazakh kidnappés ce week-end dans la capitale. Les cas d'enlèvement se sont intensifiés au cours du week-end dans la capitale haïtienne où pas moins de 3 personnes ont été enlevées. Parmi elles figure le propriétaire d'une station-service, la pharmacienne Marie-Josette Malvoisin et le coordonnateur du conseil d'administration de la 2e section communale de Petit-Goâve Wilkins 17. Ce dernier a été kidnappé à Delma. Zéphir Chenley, un écolier de 13 ans, est porté disparu depuis le 22 avril alors que le corps sans vie de Marlene Flora Nérestant, 32 ans, a été découvert non loin de l'hôpital Petit Frères et Sœurs à Tabar. Cette étudiante en 2e année en sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti UNDH avait été enlevée devant les locaux de l'hôpital La Paix à Delma 33. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti et l'Association des pharmaciens d'Haïti exigent que Mme Malvoisin soit relâchée immédiatement et sans condition, tout en appelant les autorités à garantir la sécurité des vies et des biens de la population. Le pharmacien Romel Cajuste est le vice-président de l'APH. Effectivement, Mme Josette Malvoisin, pharmacienne, professeure à la faculté de médecine et de pharmacie, samedi dernier, pendant que l'étape sortie dispensée cours dans la faculté, et à sa rentrée de maison, il kidnappé. Bien avant, pendant la journée du samedi, nous n'avons pas parlé de disparition parce qu'il n'y a pas de nouvelles du tout. Mais hier, et avec famille, nous avons arrivé à confirmer qu'ils sont en cas de kidnapping. Vous avez fait un peu en contact avec famille. Josette Malvoisin, c'est une pharmacienne depuis 30 ans de carrière qui consacre temps pour former des jeunes à la faculté de pharmacie. Et sans doute, la vie sœur ça yo bénéficié de soins et Madame Josette Malvoisin, ou bien famille, ou bien parents, ou bien proches, déjà bénéficié de soins ou bien prestations pharmaceutiques Madame Malvoisin. Parce que Madame Malvoisin, c'est professeur de pharmacie galénique, qui c'est une discipline qui montre que les pharmaciens qui ont préparé les médicaments. Donc, là, ok, bon, monde pour ça, c'est à tête à la vie d'un pilote monde qui a besoin de services jours de pas besoin. C'est ça que fait l'association a réclamé sans condition libération Madame Josette Malvoisin. La vie, c'est rentré en contact avec la famille, et a parlé avec les confirmés qui c'est en cas de kidnapping et il est en vie. Le phénomène de l'insécurité, notamment le kidnapping qui fait rage dans le pays, est dû en grande partie à une mauvaise stratégie de l'État, de l'avis du secrétaire général de la fusion. Intervenant à l'émission Pulsation Magazine sur Télé Pluriel, l'ingénieur a également dénoncé le processus de financement de l'Agence nationale d'intelligence et appelle à la création d'une structure plus méthodique et mieux structurée. Dans une société pareille, ouais, ça a parlé de intelligence, de l'argent qui a développé dans l'intelligence. L'argent, ça, c'est pas seulement pour t'apprendre bah, 2 ou 3 personnes à espionner l'autre monde, c'est pas ça lié seulement. Faut qu'il y ait des structures de réflexion, d'analyse des faits sociaux qui pourraient permettre qu'on voit comment évolue en quelque sorte ta société. Et pas tranche d'âge. Et à partir de ces informations-là, on peut monter des structures, j'en dis là, pour freiner, pour bloquer ou anticiper. Ce n'est pas la vie arrivée dans un scandale, et puis c'est les sorts, regarder ou noyer complètement, et puis solution pour prendre, ils viennent trop, ou pas gagner ni le temps, ni les structures qu'il faut, ni l'argent qu'il faut pour faire, autant que les viennent envahir. Parce qu'on ne peut pas prendre avant. Est-ce que tu dit sous ça, frontal chercher. C'est ça, me aller. Ça au niveau de l'État. Maintenant, tu as dit, c'est toujours encore au niveau de l'État. Comment phénomène ça a développé? Il faut comprendre que c'est moun qui l'a donné. C'est une point kidnapping. Kidnapping, comment il fonctionne? Il y a une qui c'est la tête pensante, qui a moyen d'ailleurs pour négla organiser le kidnapping. Il faut le gagner comme. Il faut le gagner comme d'une part, pour 2 raisons. 1, il faut l'acheter équipement, armes, munitions, etc. Machine, il faut le gagner ça. Et deuxième élément, pour le gagner, il faut le gagner côté tout pour lui. Troisième élément, il faut le gagner comme pour recruter en quelque sorte des agents. Maintenant, qui est-ce qui fait kidnapping? Comment ils organisent ça? Moun ça qui gagne possibilité ça dans meni,
puisque les amis, c'est pas bagaille ou en terre, c'est pas commandé, munitions, c'est pas commandé. Donc ça montre qu'il faut toute une structure. Rosemont Pradel déplore également l'absence de politique publique de l'État en faveur de la masse paysanne, ce qui contribue à un exode rural donnant lieu à une forte urbanisation du pays depuis de nombreuses années. Les déclarations de Rosemont Pradel. Agence qui est lié, c'est l'ensemble des jeunes qu'on a là, que l'État n'a pas occupé, qui côté au sorti, majoritairement, ou pas le joindre de monde, qui sorti dans les provinces. Pour qui ça dans les provinces? La majorité de la population, jusque dans les années 90, 95, 70% de la population, c'est dans la paysannerie. Maintenant, comme tout pouvoir que nous gagnons là, qui sorti depuis avant 86 jusqu'à nos jours, il n'y a pas gagné une politique pour la paysannerie. C'est-à-dire, pas occuper paysan, c'est du cap dégager pour qu'on parle. Parce qu'il n'y a pas ni corps, ni connaissance, ni pensée, il n'y a pas un projet. Donc, l'arrivée là, c'est non bidonville, l'entrée. Et c'est eux qui constituent en quelque sorte bidonville là. Donc, ce sont des maillons faibles. C'est un monde qui, si moun a grandi, 16-17 ans, eh bien, s'il a l'école, il fait 5-6 ans l'école, et puis il n'a pas gagné pour le faire. Il est dans le chômage, il n'a pas de travail, il a grand goût, tu vois, il n'a pas de moyens. Imaginez un petit monde qui là, il fait une journée, il ne va pas manger. Et puis demain, il ne va pas continuer à manger. Eh bien, ou vient gagner, ça t'a carré un bombe à retardement. Un bombe à retardement. Un petit monde, on y prend, moun ça qui a une structure de kidnapping. Eh bien, il recrute dans eh bien, facilement. Mais sous une majorité de gens, ils étaient dans le travail, ils étaient occupés, ils étaient des bails qui a fait, ou bien ils pas dans Port-au-Président, ils étaient restés dans le milieu, eh bien, moun ou pas besoin de terroir ça, ou un terroir là qui permettent que ou développer ça. Donc c'est en ce sens que moi je pense que pour résoudre le problème kidnapping, il faut résoudre en deux temps. Le premier temps, c'est Santa Cabrele, une action immédiate, c'est avoir les forces de police, etc., qui fait des actions pour bloquer un petit peu ou bien freiner l'activité, d'une part, et deuxièmement, il faut agir, Santa Cabrele, le problème socio-économique qui va permettre que ou réduire considérablement cette clientèle de gens qui vont servir d'argent. Les 39 accidents de la route recensés la semaine dernière par Stop Accident ont fait 17 morts et 86 blessés, dont plusieurs Madame Sarah. Cassandra Jean-François est la directrice exécutive de Stop Accident. Sorti 19 pour arriver 25 avril 2021, réseau Stop Accident recense en total 39 accidents graves qui fait sur route. Nous constatons également qu'il y a une forte augmentation de cas accidents sur route nationale. Accident ça y fait environ 103 victimes qui repartit en 86 cas monde qui blessé et 17 cas la mort sur le champ. Nous constatons pour semaine c'est là que il y a plusieurs victimes et bon côté Madame Sarah yo. Parmi accident et ça yo, il y a un accident qui fait dans zone Canifis qui entre Bassin Bleu et Goumon, il y a un accident qui fait dans zone Miragouane. C'est des accidents côté il y a une notion d'excès de vitesse, c'est que véhicule ça yo même yo ta rentré sur des Madame Sarah k'ap vient bon route yo et k'ap vend dans marché et la cause gen yo qui perdu la vie yo et qui blessé grave. Il y a un accident également qui était fait dans zone Canan 70 côté que te gen incarcération, c'est-à-dire qu'il y a des monde qui étaient bloqués dans machine là qui était nécessité que nous fait appel avec protection civile pour venir assister moun sa yo. Et n'a tout profité lancer un message pour tout journaliste qui yo même recevoir des informations ou bien témoins des accidents qui fait sur route yo pour yo communiquer nos informations ça yo parce que non seulement y a enrichi bilan nous mais en même temps yo permettre que nous mêmes
Stop Accident nous participer dans la prise en charge préhospitalière là, dans le sens que nous capables de faire contact avec structures de prise en charge préhospitalière, y compris Centre ambulancier national, protection civile, et même de l'hôpital départemental pour faciliter que moun sa yo joigne soin et en même temps préserver la vie parce que c'est mission nous ça, c'est un pays côté de moins moun qui victime d'accident et plus moun qui rete en vie, qui épargné de accident qui fait sur route yo. Qui plus touché, c'est Montagne Noire et zone Canafis, Delma 31, Vivi Michel, Caille, Pétionville et dans zone Place Boyer, Route de Frères et Latrier. Gen zone Faustin Premier dans Delma 75, Mont-Lazare, Cap-Haïtien, Léogane, Bondo dans Petite Rivière de Nip, Rue Paco dans Port-au-Prince, Torbec, Canal 70 et Latrier. Trois personnes ont été blessées, dont 2 par balle ce mardi à Petit-Goâve au cours d'affrontements entre des manifestants et la police qui tentaient d'enlever des barricades dressées dans le quartier de Bonne-Soldat situé à l'entrée nord de la ville. Parmi les victimes figure un jeune homme qui a eu 3 côtes cassées. Des habitants de la cité de Faustin-Solo qui ont gagné les rues et dressé des barricades enflammées dans plusieurs endroits hier et aujourd'hui réclament la libération du Kazakh Wilkens 17 enlevé le week-end dernier à Delma. Le centre Carl Lévesque a rendu public son rapport sur le fonctionnement de la PNH ce mardi 27 avril 2021. L'institution policière a failli à sa mission selon le SKL. Les raisons sont nombreuses. Suivez ce compte rendu de Marie-Samuel Charles. La PNH a failli à sa mission. C'est ce qui ressort d'un rapport du centre Carl Lévesque ce mardi 27 avril 2021. Au regard de la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti, le SKL constate un dysfonctionnement. La dépendance de l'institution a des effets néfastes sur son fonctionnement, relate le responsable du service des relations publiques du centre Carl Lévesque, Jacques Charles. Inspection générale là, qui c'est une dissection de la police qui sans pouvoir parce que quelque part il y a une capacité pour mener des enquêtes sur des policiers qui ont commis des bévues, alors que l'elle mène enquête ça, il est capable d'acheminer enquête là dans la direction générale de la police nationale d'Haïti. Directeur général là, suivant relation avec policiers ça, il a décidé par prendre sanction contre policiers. L'incapacité des autorités policières à freiner la machine infernale de l'insécurité inquiète le SKL qui déplore l'effectif trop limité de la PNH. Il est très clair que la police nationale là, il pas respecter les normes internationales en matière de sécurité. Pour qui ça? Parce que les normes internationales en matière de sécurité, ils disent ça très bien. Et tu as supposé gagner au moins un policier pour 225 habitants. Tenez bien, un policier pour 225 habitants. Alors que dans le cas de nous, comme haïtiens, comme société, nous avons seulement un policier pour 1000 habitants. Et l'attribution de la police, c'est assurer la protection et le respect des libertés des personnes, des vies et des biens. Garantir la sûreté des institutions de l'État. Tandis que dans la réalité, nous remarquons que l'institution policière, ça malheureusement, il continue à faire répression, même si nous-mêmes journalistes, je nous mentionné ça en dedans des rapports là. Il y a également la politisation de la PNH qui représente un handicap majeur à la bonne marche de l'instance, regrette le directeur exécutif du SKL, le révérend père Gardi Maisonneuve. Pour qui ça? Et dernière date, c'est Léon Charles, qui représente le gouvernement à l'ONA, et OEA. Donc, pas qu'à dire si monsieur pas fait travail, gouvernement. Ça veut dire police nationale là, naturellement politisée dans ce sens-là. Nous avons soit enquête nous fait, nous avons des gens qui expliquent nous bien. Pour les gens qui sont dans la police, ils viennent bandits, pour qui ça? Pour les besoins de la cause. Ça veut dire, nos besoins de côté là pour bandits, donc pour infiltrer le groupe. Mais on ne peut pas prendre bandits pour entrer dans la police nationale. Donc, nous constatons cette information. Il y a un pile bandit, nous connaissons ces bandits, nous pouvons faire aux policiers.
Pour qui ça? Pour faire travail que les gens qui dans la politique ont besoin de faire. La mauvaise condition sociale et économique des agents de la PNH ne laisse pas sans réaction les responsables du SKL. Cette situation favorise la corruption, fait remarquer le religieux. Nous, on est sur Jérémy, le nord-ouest, l'envoyer par mon côté pour recevoir. Déjà, nous faisons enquête. Déjà, là où nos policiers font enquête, ils quittent une femme pour lui, ils quittent une caille pour lui, les gens qui ont des drogues, déjà pour acheter. Parce que pas de maison d'accueil, ils viennent sans l'argent, ils viennent sans rien, mais qui ont logé. Les policiers vivent même côté à Bandia. Parfois, Bandia mène une plus bonne vie passée. Parce que quand on a 19 000 gouttes, 22 000 gouttes là, si on prend 1000 gouttes par jour, ça fait 19 jours, l'autre jour, comment on fait? Quand on a 10 000 gouttes sous l'IA, c'est lui. Le révérend Père Gardy Maisonneuve met aussi l'accent sur les actes de harcèlement dont sont victimes les femmes des policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions. Nous regardons un bagage qui est grave dans le rapport. C'est le rapport madame policier mourir avec l'institution. Un policier qui travaille mourir, madame Nader Chekli, l'équipe pour chèque là dit ah les gars mourir vous on va sortir avec plutôt et puis on va garantir ça. Mes amis qui explique le corps pour gagner. Demain ou même tout cas mourir. Et je suis complètement satisfait que on ait dit madame Moussa. Donc en deux police nationale là, il y a un pile problème et problème en pile, c'est sûr que la société a faut connaître pour exiger l'État par les plus bonnes conditions pour le travail, pour nous-mêmes nous garder une sécurité. Le SKL presse les autorités compétentes à agir au plus vite en considérant les graves problèmes auxquels est confrontée la police nationale d'Haïti afin de redresser la barre. Marie-Samuel Charles, Zoom Haïti News. La gestion financière de la police nationale d'Haïti est source de convoitises, de tentations et de corruption qui génèrent des conflits, de l'indiscipline et de l'instabilité au sein de l'institution. Elle a donc un impact indirect sur la sécurité publique. C'est ce qui ressort d'une analyse du rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur la gestion financière de l'ex-directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, pour la période allant du 8 avril 2016 au 30 septembre en 2017 et du 1er octobre en 2017 au 27 août 2019. Diego Charles nous en dit plus. Le passage de Michel-Ange Gédéon à la tête de la police nationale a été marqué par la violation de la loi sur la comptabilité publique, selon la Fondation J'éclairé qui présente une analyse du rapport d'audit de la CSCCA sur la gestion du 10e directeur général de la PNH. En effet, la Cour dit avoir relevé des faits laissant planer de sérieux doutes quant à l'effectivité des dépenses effectuées, totalisant 30 milliards de goudes, soit l'équivalent de 500 millions de dollars américains. Pour la période allant d'octobre 2017 à août 2019, il est révélé que 5,2 millions de goudes n'ont pas été justifiés à l'ordre de Simone Irland-Maxime Jean, chef de service de la comptabilité à la DAP. Ce dernier a reconnu que ce montant est resté disponible sur son compte bancaire personnel pendant 3 ans, la mission pour laquelle il a été décaissé n'ayant pas été réalisée. Maître Samuel Madistin est le président du conseil d'administration de la FJKL. Pour constater qu'il y a des acquisitions qui sont faites, des bagages qui sont achetés, tant que vous n'avez pas jamais fiche de livraison, vous fait des missions sans rapport de mission. Ils payé des corbes sans payroll. Samuel Madistin déplore que tout cet argent ait été dépensé par la PNH pour très peu de résultats. Il fait remarquer qu'une gestion rationnelle de ces 500 millions de dollars aurait pu contribuer à améliorer la situation sécuritaire du pays et les conditions de travail des policiers. Dans tous les pays du monde, un demi-milliard de dollars, c'est de l'argent. Or, pour quel résultat, quelle performance, l'engagé pour nous aujourd'hui, la police, la capacité d'intervention, comment la police est très faible, côté insécurité envahissée. Bagay qui passe 12 mars là, pas jamais privé si tu as une unité danger lourd solide dans la police.
La gestion de Michel-Angé Deyon est d'autant catastrophique que Maître Madistin va jusqu'à se demander si la gestion financière de la PNH par la direction générale et d'autres membres de la chaîne de commandement n'a pas un impact non négligeable sur la sécurité publique. Est-ce que par une relation entre gestion financière la police là et question sécurité pays? Parce que nous rendons compte que 30 milliards de gouttes pendant 3 ans. Comment fait que il y a tant d'argent qu'a dépensé au niveau de la police pour très peu de résultats? Quand on a dépensé 10 à 20 millions de dollars américains pour nous renforcer la police là, et puis aujourd'hui, il y a un bon problème nous gagnons, tant coup kidnapping, tant coup zone de non-droit, la police est côté le pas arrivé, pas taper ça. Faute de tout ce qui précède, la FJKL recommande notamment la mise à l'écart du DG de la PNH et d'autres responsables de la police dans la gestion financière de l'institution et la création d'une entité indépendante de la PNH placée sous la tutelle du ministère des Finances pour assurer cette fonction. Diego Charles, Zoom Haïti News à Port-au-Prince. Le dossier d'Haïti n'avait autant retenu l'attention aux États-Unis ces dernières années. Près de 70 parlementaires américains ont acheminé une correspondance au département d'État hier lundi 26 avril dans le but d'exiger un changement dans la politique américaine à l'égard d'Haïti. Les précisions avec Emmanuel Paul. Dans cette correspondance, les signataires dénoncent le fait que le gouvernement américain continue d'appeler à l'organisation d'élections en Haïti cette année alors que la situation n'y est pas favorable. Si elles devaient se tenir cette année, ces élections pourraient envenimer la situation en Haïti déjà en proie à une instabilité politique sans précédent, préviennent les congressmen. Alors que les élections seront clairement nécessaires dans un avenir proche pour restaurer l'ordre démocratique, nous restons profondément préoccupés par le fait que tout processus électoral organisé sous l'administration actuelle ne sera pas libre, équitable ou crédible, estiment ces membres du Congrès dans la lettre adressée au secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les élections législatives, locales et présidentielles prévues pour l'automne 2021 pourraient augmenter considérablement le risque de violence dans le pays, insiste-t-il. Pour les parlementaires ayant signé cette correspondance, l'administration de Jovenel Moïse n'a ni crédibilité ni légitimité pour organiser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Il dénonce également le référendum constitutionnel programmé pour le 27 juin prochain en Haïti. Ces députés américains mettent également en garde l'administration de Joe Biden contre toute idée de participer au financement du référendum de Jovenel Moïse à travers l'ONU et l'OEA. Ils souhaitent que l'administration de Joe Biden adopte une résolution de concert avec les Nations Unies et l'Organisation des États américains contre ce projet du pouvoir de facto. Les parlementaires disent avoir pris note que lors des réunions d'information, des responsables du département d'État américain avaient déclaré qu'ils ne pensaient pas que le référendum était approprié. La décision d'adresser une correspondance au département d'État a été prise par le président de la Commission des Affaires étrangères au Congrès américain, Gregory Meeks, et le président du caucus démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffrey. Près de 68 autres parlementaires ont adhéré à la démarche. Certains des députés signataires de la correspondance projettent de participer à la grande mobilisation prévue le 18 mai prochain à Washington pour dire non au kidnapping et exiger le départ de Jovenel Moïse dont le mandat constitutionnel est arrivé à terme depuis le 7 février 2021. C'est le cas notamment de Gregory Meeks et Andy Levin entre autres. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. L'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti ont lancé ce mardi au local de l'IFH à l'avenue La Martinière un partenariat pour la formation d'une cohorte d'étudiants pour une section exceptionnelle. Cette session de formation se déroulera entre mai et juillet. Les deux parties se réjouissent de ce partenariat. Reportage Pierre-Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol. Lancé en grande pompe ce mardi 27 avril 2021,
Ce partenariat entre l'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti sera mis en œuvre à travers des formations en langue des signes dédiées aux entendants, précise le directeur et cofondateur de l'Institut haïtien en langue des signes, Fenel Bellegarde. Le spécialiste en sciences humaines annonce du coup l'organisation d'une conférence débat dans les locaux de l'UFH le 11 juin prochain autour du thème « Entre surdité et déficience, plaidoyer pour la reconnaissance de la culture en Haïti ». Entre surdité et déficience, plaidoyer pour la reconnaissance de la culture soudaine en Haïti. Parce que nous rendons compte que la culture soudaine n'est pas vraiment reconnue en Haïti. Nous n'avons pas vraiment accepté la culture ça. Et de toute façon, nous avons bel et bien existé, nous parmi nous, nous vivons, nous avons déplacé dans la société. Donc il faut que vraiment nous non seulement incorporer dans nous, mais tout culture nous intégrer et en dedans mœurs nous coutumes nous traditions. Donc c'est dans le cadre de ça nous l'avons dit. Par ce partenariat, l'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti entendent contribuer à la formation des jeunes cadres pouvant aider les sourds-muets à mieux accéder aux institutions de services publics et privés. Fenel Bellegarde s'est réjoui du fait que l'IHLS a déjà contribué à la formation de nombreux interprètes qui œuvrent pour des grandes personnalités et institutions publiques du pays. L'Institut haïtien en langue des signes, c'est un institut qui baille une formation dans la langue des signes, dans l'idée justement pour permettre que mon studio ait plus accès avec services sociaux de base. C'est-à-dire que dans l'école, dans le travail, dans ensemble institutions qui gagnent dans la société. Donc c'est former des entendants, c'est-à-dire des gens qui parlent sourds, pour permettre justement que mon studio les arrive dans le service, les arrive dans le bureau, etc. est capable et jeune formation, jeune monde pour communiquer ensemble avec eux. Librin, c'est un étudiant, en fait un ancien étudiant à l'Institut et avant il était commencé à travailler dans l'Institut Montfort, juste dans l'Institut Montfort. Après il vient travailler dans l'école et mission Petits Frères et Sœurs, Petit Monde Studio. On a fait cours dans l'Institut. Pour sa part, le directeur du centre de cours de l'Institut français d'Haïti, Michael Pavie, a présenté ce partenariat comme une contribution dans la lutte contre les discriminations dont sont victimes les sourds-muets dans les institutions et les autres espaces d'activité du pays. Ce qui m'a motivé pour rejoindre ce partenariat, c'est un intérêt naturellement pour la situation des personnes discriminées, des personnes qui sont des minorités dans notre société. Aussi une petite connaissance que j'avais déjà de la beauté de la culture sourde. Les formations se tiendront en week-end pour des groupes de 17 étudiants par salle en raison du respect des normes sanitaires et de prévention du Covid-19, informent les responsables de l'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti. La formation en langue des signes exceptionnelle qui aura lieu à l'Institut français du 8 mai au 3 juillet porte sur l'initiation. Ce que nous souhaitions vraiment, c'est faire venir des personnes qui n'ont jamais du tout commencé cette langue et qu'elles puissent en 24 heures, parce que le cours dure 24 heures, se débrouiller assez bien et pouvoir déjà montrer leur bienveillance et quelques éléments de communication avec les personnes sourdes qu'elles rencontrent. Le prix, c'est 7 000 gourdes, qui est le prix classique de l'Institut haïtien de la langue des signes. Comme vous le savez, il y a le Covid actuellement qui se trouve dans le pays, donc nous avons des règles de sécurité sanitaire. Une classe ne peut accueillir que 17 personnes. Et c'est une formation qui a pour les entendants qui voulaient parler là ici. Donc c'est chaque samedi 10h45 ou 1h45. Donc c'est dans le local Institut français à la fête. En attendant le lancement des cours prévus le 8 mai prochain dans les locaux de l'Institut français d'Haïti à l'avenue La Martinière, les deux institutions ont salué l'enthousiasme réciproque et ont permis la présentation de ce partenariat qui va contribuer à la formation des entendants en langue des signes, une profession en pleine expansion dans le monde et particulièrement en Haïti. Ici Pierre-Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Journal. La situation était tendue ce mercredi dans plusieurs endroits de la capitale. À Bois-Vernat, la Lue et à l'avenue Pouplar notamment,
Des riverains ont dressé des barricades pour protester contre l'enlèvement de l'ex-commissaire Gaston Orival, grand frère de Jacques Joël Rival, actuel haut gradé de la PNH, et de Yuri Derival, étudiant à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. L'ancien commissaire de police a été enlevé chez lui par des individus lourdement armés, selon des riverains qui menacent d'intensifier leur mouvement en vue d'obtenir au plus vite la libération sans condition de Gaston Orival. À Bois-Vernant, la situation n'était pas différente. Même les motocyclettes ne pouvaient pas circuler dans la zone. Les riverains protestaient contre l'enlèvement de l'étudiant Yuri Derival à la rue Clermont dans la soirée du mardi 27 avril. Yuri Valérie, c'est petit, yon boss et bénis qu'on fait. Si y a pas un petit boss et bénis, mais je ne veux dire à côté de la nous là. Côté nous l'argent, à qui l'argent? À qui l'argent nous va tirer? La police avec Jovenel Broussel, il a kidnappé mon pays. Même là, il y a de sécurité, il n'y a pas de sécurité, c'est volé à voler. Même avec Jovenel, kidnappé mon. Sur raison comme, toujours bien l'aller, parce que mon Jovenel fini, pour l'aller, parce que Jovenel kidnappé quoi pour le pays, pour le pays. Pour Jovenel, gérer le pouvoir, ça, Jovenel t'a plutôt bail. Tout le peuple haïtien, pour chez Martine, pour gérer le pouvoir. Jovenel, c'est chef kidnappé, José Ala nous dit assez. Nous-mêmes, nous demandons pour l'école fermée, tout le pays a fermé net pour une libération, Yuri. Parce que nous-mêmes nous bouquons, nous-mêmes bossons ministère, là nous qu'on boussons. 28 août 2020, 28 avril 2021. 8 mois depuis l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. Le mouvement Nocé d'Orval accuse le pouvoir en place de tout faire pour saboter l'enquête visant à identifier les assassins du bâtonnier pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Compte rendu Pierre Philor Saint-Fleur. Ce 28 avril 2021 marque exactement 8 mois depuis l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval. 8 mois plus tard, les proches de l'ancien éminent professeur et des structures de la société civile continuent de réclamer justice. Le mouvement Nocé d'Orval, de concert avec des organisations progressistes, entend rafraîchir la mémoire de la population sur cet acte crapuleux. Le mobile étant pour l'instant inconnu, toutefois les auteurs connus de la vie d'Ismic Théophin qui accuse le pouvoir en place. 28 août 2020, 28 avril 2021, fait Montferrier d'Orval 8 mois, et date pour date depuis que assassin et PHTK régime lent et assassiné la Kaili dans l'environnement et domicile privé, ancien président Jovenel Moïse dans Pélérin. En fait, 8 mois après, nous connaissons implication et Martine Moïse dans la question assassinat et Maître Montferrier d'Orval. Et que c'est Maril qui te dit ça à travers un média dans la capitale là, pour te dire et Maître d'Orval assassiné à 10h13, à 10h15, Madame Nita pour des vidéos à Bali. Ça veut dire Madame Nita vive assassinat in vivo. Ce dossier, Ismic Théophin semble nouer une certaine maîtrise. Il n'a aucun doute sur la responsabilité du Palais national dans l'assassinat de Maître d'Orval, rappelant que les principaux suspects arrêtés sont tous attachés au Palais national. Ismic Théophin signale aussi l'instabilité juridique créée par le pouvoir en place afin de freiner l'avancement du dossier. Et d'après enquête qui est menée par des CPJ, il y a retrouvé communication entre Martine Moïse et assassin matériel. Et c'est avec un peu de pression, Jovenel Moïse s'est exercé sur l'agent de CPJ qui fait pas qu'arriver dans des Martine Moïse. Par exemple, Ville Pétines et Mackenzie Fils-Aimé et d'autres qui étaient impliqués dans la question exécution. Eh bien, jusqu'à présent, par jamais gagné, ils ont suivi qui fait pour même auditionner côté matériel par rapport avec lien qu'ils ont gagné avec côté intellectuel qui c'est Martine Moïse, Joseph Jout et Jovenel Moïse. Eh bien, jusqu'à présent, ils n'ont jamais attendre. Ils n'ont pas attendre, c'est parce que ils ont organisé de manière à ce que ils ont créé une situation de stabilité chronique et dans la zone, dans l'entourage par la justice là, pour juger capable de fonctionner. Et il a fait intrusion dans le système judiciaire
pour créer une instabilité juridique pour le dossier à pas jamais passer. Ismik Théophane critique l'attitude de l'ex-premier ministre Joseph Jout qui avait été invité par le juge d'instruction Renan Registre dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier d'Orval. L'avocat décèle les manœuvres de l'ex-chef du gouvernement d'alors de ne pas répondre aux questions du juge, arguant que Joseph Jout a choisi de se présenter lorsque le palais de justice n'était pas opérationnel. En plus, le juge en question faisait l'objet de graves menaces à l'époque. Tout cela participe d'une campagne de banalisation de la mort de Maître d'Orval, quoi l'avocat militant. Eh bien, le juge d'instruction a demandé Radio Métropole pour mettre bande sonore et vidéo à la disposition de la justice pour la justice capable d'utiliser au moment opportun. Eh bien, quelques jours après, le juge d'instruction a commencé à recevoir gros menaces en bas Maître Régime PHCK. Joseph Jout, après quoi, il a défini vandaliser cette crime, vandaliser la caille bâtonnier, porter bâton à aller, porter ensemble des matériels à aller. Et n'a souligné machine bâtonnière, côté que en pointe assassin été sous comme machine bâtonnière jusqu'à présent, pour qu'il y ait une lumière faite sur question ça. Toute question vandalisation. Ça traduit qui ça? Ça veut dire Joseph Jout au courant de qui est-ce qui a vandalisé l'espace. Eh bien, jusqu'à présent, il faut faire lumière sur question ça. Juge d'instruction te répondre qui est en charge pour traiter le dossier ça, qui c'est Maître Renan Régis. Eh bien, il était invité Joseph Jout. Joseph Jout te fait 10 la 3. Il n'est pas présenté dans le cabinet du juge là. Eh bien, il était au courant, après au fin fait menace au juge là. Le juge a été obligé de prendre madame petite, eh bien, voler à l'étranger. Eh bien, Joseph Jout te écrit pour le dire, mettez à la disposition de la justice et les descendre par la justice pendant qu'on est par la justice. Il y a une grève, juge n'est pas là, et bien c'est moment ça, Joseph Jout prend responsabilité pour descendre dans le palais de justice. Ça veut dire passer la justice en dérision, passer avocat en dérision, banaliser assassinat, bâtonnier Montferrier. Dans cette lignée, Ismik Théophane déplore la passivité du barreau de Port-au-Prince dans la lutte pour réclamer justice pour Maître d'Orval, indexant le silence du barreau depuis quelques temps. Il prend en exemple l'inaction du barreau au cours de la date des 28 des derniers mois, censé être considéré à l'ancien homme de loi. Ismik Théophane croit qu'il est nécessaire de se mobiliser afin d'obtenir justice pour Maître Montferrier d'Orval. Considérant que ce pouvoir exerce de la répression sur des militants réclamant justice et la libération des prisonniers politiques, Ismik Théophane s'en explique. Eh bien, jusqu'à présent, malgré l'enquête qui était demandée pour faire sur question ça, notamment et vol des pièces, jusqu'à présent, pour qu'on ait une lumière qui fait sur question ça, eh bien, ça traduit encore, c'est un crime d'État. Eh bien, sous base ça, nous croyons qu'il est important pour que la justice prenne responsabilité et pour prendre responsabilité, s'établir en l'autre État qui chita sur la justice. Qui dit la justice est son institution qui est impartiale. Maître Montferrier d'Orval avait été assassiné à son domicile dans la soirée du 28 août 2020 à Pèlerin 5, non loin de la résidence du président contesté Jovenel Moïse. Plusieurs suspects ont été arrêtés dans le dossier. Parmi eux, des proches du palais national. La justice haïtienne, étant marquée par une forte paralysie, ne peut avancer. Ici Pierre Philor Saint-Fleur à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Du journal. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti, en particulier ceux de la Faculté des sciences humaines, dénoncent l'enlèvement suivi de la séquestration de leur camarade Yuri Valérie Léonard Desrival, étudiant en psychologie à la dite faculté, dans la soirée du mardi 27 avril dernier à Canapé Vert. Ces étudiants annoncent une vague de mouvements de protestation dans les rues pour dénoncer le kidnapping et du coup exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. Suivez sur reportage de Pierre Philor Saint-Fleur, Claudie Bartol et Marc-Henley Paul Augustin. Le kidnapping ne cesse de faire pleurer les citoyens, et ceci de presque toutes les catégories sociales. L'une des dernières victimes de ces actes odieux est Yuri Valérie Léonard Desrival,
étudiant en psychologie à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti, enlevé dans la soirée du mardi 27 avril dernier à Canapé Vert. L'enlèvement suivi de la séquestration de leurs camarades a été dénoncé énergiquement par des étudiants de la faculté des sciences humaines ce jeudi. N'a demandé à même autorité si là pour yo faire tout moyen pour stopper phénomène kidnapping là en dans pays. Dans cas contraire, nous en dans université l'État et spécialement en dans faculté sciences humaines a passé dans l'autre phase bataille là que nous-mêmes nous déjà défini. N'a dit c'est commencement une longue bataille qui t'emmène en dans université a contre façon pays a descendre dans un tout sans fond. Le rapt a été commis par un groupe de 5 individus armés, expliquent des étudiants. Ils croient que cela participe du plan du pouvoir de facto de Jovenel Moïse d'installer la peur dans le pays afin de se maintenir au pouvoir au détriment de la loi et des revendications populaires, disent-ils. Kidnapping ça et cap fait en dans pays de manière systématique, nous-mêmes qui jeunes nous regardons comme une stratégie parmi un paquet d'autres stratégies pour voir en place ça lui-même, lui mettre sous pied, non seulement pour contrôler l'espace, mais tout pour instaurer une situation de panique et de peur au sein de la population. L'on considère que pendant toute année 2020 qui s'est passée à là, selon chiffres et nouvelles ici même les bails, il y a plus passé 1037 cas kidnapping que yo recensé et cas kidnapping ça même y a augmenté et semblier massacre qu'a fait dans quartier populaire semblier m'ta dit de cas de viol de corruption qu'a fait dans l'état. Donc nous face à un pouvoir qui lui-même utilisait la pérèse, qui lui-même utilisait panique comme mode de gestion m'ta dit de affaire l'état. Kervins Chéri est aussi étudiant à la faculté des sciences humaines. Il dénonce aussi le silence du rectorat de l'Université d'État d'Haïti qui, dit-il, se positionne comme allié de Jovenel Moïse malgré ses nombreuses dérives. On a constaté, même au niveau de l'université là, on a regardé cas kidnapping lui-même li fait hier, une nan zak ou bien une nan stratégie que des cas dans faculté lui-même li fait en façon pour casser mouvement et pour intimider moun yo, c'est sorti en note. Côté dans notre ça dit faculté en lui-même la suspendre faculté à lui-même li fermé. Donc là on considère c'est dans moment gain cours, dans moment gain activité dans l'espace ça parce que l'espace ça c'est espace de réflexion que lié. Donc c'est dans moment gain cours pour moun yo même yo réfléchir sur problème nan réellement et pour faire des mouvements en clair que c'est non dynamique pour arriver casser et mobilisation qu'a fait là. Et deuxièmement jusqu'à date rectorat universitaire nous connaît qui de mèche avec pouvoir en place là, l'on considère c'est appareil idéologique l'état ça qui institue dans le pays à créer. Eh bien face avec situation pays à lui-même la connaît université lui n'ta dit faire fi de mission qui c'est accompagner population qui c'est réfléchir de manière critique afin pour porter une solution avec problème que moun yo même y a connaît là. Il faut dire que les ravisseurs de l'étudiant Yuri Valérie Léonard Desrival exigent une rançon de $2 millions en échange de la libération de cet étudiant de 26 ans, selon l'un des frères de l'otage, John Ossé Augustin, qui affirme avoir été contacté par les ravisseurs mercredi soir. John Ossé Augustin appelle à la libération de son frère qu'il présente comme une victime de la société au même titre que les bandits, dit-il. Nous demandons jodi à la pour ravisseurs, les bandits qui en pile l'autre monde dit yo c'est victime, bandit ça yo c'est victime, nous toujours profiter pour nous dire ça que Yuri c'est yon victime tout, même gens si bandit ça yo c'est victime, Yuri tout c'est une victime, donc yo sous même bateau, Yuri Desrival pas responsable position personne dans pays ça. Donc jodi à la nous demander libération pressé Yuri Desrival s'il vous plaît. Hier yo te relé et yo mandé $1 million américains. La conférence de presse des étudiants a été suivie d'une vague de mobilisation contre le kidnapping pour réclamer la libération de Yuri Valérie Léonard Desrival. Les étudiants en colère ont paralysé la circulation au niveau de plusieurs axes routiers du centre-ville. L'Université d'État d'Haïti est frappée de plein fouet par le kidnapping après l'enlèvement de la professeure de la faculté de médecine, Marie-Josette Malvoisin, suivie de l'étudiant de la FACH, Yuri Valérie Léonard Desrival. Ici Pierre Philor Saint-Fleur, Mackinley Paul Augustin,
et Claudie Bartol à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. L'ancien directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, dément qu'il y a eu de graves irrégularités dans sa gestion durant son passage à la tête de l'institution, affirmant qu'il y a une mésinterprétation des chiffres relevés dans le rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes. S'il confirme avoir bénéficié d'un budget de près de 30 milliards de gouttes durant les 3 ans de son mandat, à raison de 9,5 milliards par an, l'ancien commandant-chef de la PNH a tenu à préciser que 7 milliards sont utilisés chaque année pour le paiement des salaires. Écoutez les explications de Michel-Ange Gédéon au micro de notre confrère Valérie Numa de Radio Vision 2000. Nouvelles allées, moi, les mouches voiles, c'est un véritable choc. Ma parole de moi parle ni mise en contexte, ni type rapport là, il était choquant. Cette demande là 5 novembre 2020. Cette demande là bien avant même que me quitter cette police. Parce que l'homme fait là, je connais 6-7 mois avant fin mandat. Il matériellement impossible pour me renouveler, pas de souhaiter rien fait d'eux. Moi, je dis moi, qui peut-être est capable d'intégrer dans ça, l'utiliser que grosses institutions. D'abord, la Cour supérieure des comptes, qui journée aujourd'hui à là, c'est une rare, pas dire, unique institution dans le pays qui doit une crédibilité certaine. Deuxième point, utiliser un organe de défense des droits humains qui écoute et qui a des personnalités qui passent des présentations, à savoir M. Samuel Matistin, que nous connaissons très bien, que nous avons expérience même, nous avons fait ensemble en 2009, côté que nous avons des policiers de l'arrêté, je campé là, la défense pour nous mettre pour moi, sans pas prendre pour vous, et Mario Lenil, que les m'a échangé avec elle, c'est là pour frère avec ça. Nous pas de 30 milliards de gouttes pour dépenser. 9,5 milliards de gouttes n'a pas allé là. Sous exercice là, nous gagnons là-dedans 79,12% de montant ça qui alloué à question personnelle, à du payroll, policier, civil, prime de risque, petit cadre de débit et de montant ça, estimé à 7,529,840,917 gouttes. Son exercice de 9,5 milliards de gouttes dans le monde, 7 milliards de gouttes aller dans la question salaire, finance d'achat, qu'on pourra faire la tête sur lui là. Ou bien 1,4 milliards de gouttes qui sont bien de consommation. Qui veut dire manger pour policiers, dans recherche pour prison. Vous donnez 9 milliards de gouttes là. Mais exactement 100 millions de gouttes pour investir. Mais dans 100 millions de gouttes là, il y a 30 millions qui joignent l'académie et il y a environ 30 millions qui joignent passe bureau des affaires financières, vous êtes exactement 40 millions. Et seul achat que nous faisons sous l'argent investissement pendant 3 ans, c'est à 40 millions. Groupe ça, c'est 11 pick-up, 2 jours pour BLTS et 30 motocyclettes. Inauguration ce jeudi 29 avril 2021 du nouveau bâtiment de la Faculté des sciences de l'UEH. L'espace est composé de plus d'une vingtaine de salles de cours, d'une quinzaine de salles de laboratoire, d'une bibliothèque étalée sur 200 mètres carrés, un ascenseur, 4 escaliers. Le financement de ces travaux couverts par la République de Qatar et la fondation Clinton Bush est évalué à 5,5 millions de dollars. La cérémonie a tourné au vinaigre quand des étudiants de diverses entités de l'UEH ont fait irruption dans l'espace. Ils protestent contre la tenue de cette cérémonie alors que des membres de l'UEH sont entre les mains des kidnappeurs. Reportage Marie-Samuel Charles et Claudie Bartol. Ici, le nouveau bâtiment de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Plus d'une vingtaine de salles de cours, d'une quinzaine de salles de laboratoire, d'une bibliothèque étalée sur 200 mètres carrés, un amphithéâtre étendu sur 270 mètres carrés, un ascenseur, 4 escaliers, 7 blocs sanitaires sont notamment à disposition de ceux et celles qui fréquentent cet espace universitaire. Le financement de ces travaux a été couvert par la République du Qatar et la Fondation Clinton Bush. La cérémonie de l'inauguration de cet édifice flambant neuf a démarré dans une ambiance de convivialité ce jeudi 29 avril 2021. La modératrice nous fait une brève présentation du projet. Alors l'objectif principal de ce projet était donc la reconstruction
de la faculté des sciences LDS de l'Université d'État d'Haïti, qui fonctionnait sur des structures temporaires depuis le tremblement de terre de 2010. Ce projet a été principalement financé par le Qatar Haïti Fund et la Banque interaméricaine de développement. La mise en œuvre a été assurée par l'institution JP Haitian Relief Organization dans le cadre des activités et opérations de la Fondation Lincoln en Haïti. Les activités ont débuté le 2 avril 2014 et prirent fin le 31 décembre 2020. La reconstruction de la faculté des sciences fait partie de l'effort global du gouvernement haïtien pour reconstruire de nombreux bâtiments qui ont été gravement détruits par le tremblement de terre en 2010. Nous tenons vraiment à remercier Qatar Haïti Fund et la BID pour leur support, l'UNOPS aussi, ETRAC, les autres partenaires du secteur privé, public, du DH, du CLDP. Je vous demande, mesdames et messieurs, de les applaudir. L'ingénieur Clément Bélizaire est plus que fier d'avoir été impliqué dans ce projet. Ceci symbolisait une sorte de renvoi de l'ascenseur pour le directeur général de l'unité de construction et de logement des bâtiments publics, ancien diplômé de la faculté des sciences. Il a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires, locaux et étrangers, ayant permis la construction de cet immeuble. Le ministère de la Qualification, de la Coopération externe ainsi que l'Éducation nationale d'avoir mis ce projet sous le radar des bailleurs, la Fondation et la Fondation Qatar, que nous remercions de l'avoir financé. Nous remercions aussi les fondations Clinton, Bush et Clinton de l'avoir étudié, la BID qui avoir financé l'importante composante des laboratoires et l'UNOPS d'avoir mis cette proposition en œuvre avec brio. Nous remercions aussi le ministère des Travaux publics, Transport et Communication d'avoir accompagné les études et les étudiants et finalement JP Chao d'avoir assuré les fiducies et gestion de projet. Pour les remerciements, je voudrais faire une mention spéciale à un trio de dames, comme Charlie Angels, un trio de dames. Okay? Trois dames à qui nous devons la mise en œuvre de ce projet de l'État, malgré toutes les perturbations que nous avons connues pendant la durée de la construction. La faculté des sciences avait été détruite lors du tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010. Sa construction avait été entamée 8 ans plus tard, soit en 2018. Les travaux étaient prévus sur 18 mois, mais les turbulences sociopolitiques et la crise sanitaire ont causé du retard dans leur achèvement. Le Bleu Jérôme de Haitian Relief Organization a reconnu que la route a été sinueuse, se réjouissant que l'espace soit enfin disponible pour la communauté universitaire. C'est un plaisir et un honneur pour moi, représentant de JP Haitian Relief Organization, de participer à l'inauguration de ce nouveau bâtiment de la faculté des sciences, FDS, de l'Université d'État d'Haïti. Nous nous souvenons comme hier de la pose de la première pierre, le 12 janvier 2018, soit 8 années après le terriblement tremblement de terre qui brise de nombreux bâtiments en Haïti, dans celui de la FDS. C'est à l'instant qu'il prononce son discours qu'un vacarme ressurgit. Nous avons vu élever petit à petit les murs de ce beau bâtiment où la faculté des sciences pourra dans un espace agréable et contribuer au développement. Un membre du protocole s'est approché de lui et lui a expliqué qu'il est impossible de poursuivre la cérémonie. De là, tout a basculé. Les invités ont été obligés de vider les lieux. Des étudiants qui protestent contre le kidnapping ont fait irruption dans l'enceinte de la faculté. Pour eux, le timing est mal choisi.
et ils ont fait passer leurs revendications avec une certaine agressivité. Un concert de casseroles a pris place à la cérémonie classique. Les étudiants en ont profité pour prendre à partie le rectorat de l'Université d'État d'Haïti et le décanat de la Faculté des sciences de programmer cet événement alors que deux membres de l'UEH, la professeure de la Faculté de médecine, Marie-Josette Malvoisin, et l'étudiant de la Faculté des sciences humaines, Yuri Valérie Léonard Desrival, se trouvent entre les mains des kidnappeurs plusieurs jours après leur enlèvement. Marie Samuel Charles et Claudie Bartol, Zoom Haïti News. Les 6 derniers otages, dont les 2 religieux français, ont été libérés tôt ce vendredi 30 avril 2021, informe un communiqué de l'archevêché de Port-au-Prince. Les 10 otages du gang des 4 Samaroso ont donc été libérés. 5 prêtres, 2 religieuses et 3 laïcs ont été enlevés le 11 avril dernier par les bandits alors qu'ils se rendaient à Galette-Chambon pour participer à l'installation du père Arnel Joseph. L'archevêché de Port-au-Prince remercie chacune des personnes et institutions d'ici et d'ailleurs de leur solidarité, de leur proximité et de leur prière durant ce temps d'épreuve. Il appelle à la confiance et à l'espérance la population qui souffre de cette situation d'insécurité et de violence. De leur côté, les sœurs des prêtres de Saint-Jacques ont tenu à remercier les ambassadeurs de France et des États-Unis pour leur rapport diplomatique discret et efficace, ainsi que toutes les autorités politiques et morales du pays et du gouvernement pour leur indéfectible soutien. Écoutez le message de l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor. Frère Axemio, comme content dans grand maître là, m'abdil merci pour toute merveille l'y fait, l'y pencher pour côté la prière malheureux, l'y lever l'en l'air. C'est refrain ça qui sortit dans le cœur moi. Dans le moment où apprendre libération payo, meya ak laïc qui était dans le kidnappé depuis 11 avril. C'est un soulagement pour toute l'église là, un soulagement pour toute société là, pour tout le monde qui aime la vie, pour tout le monde qui défend la vie. C'est un soulagement pour famille Mounio qui avec moi a dit bon Dieu merci. Contentement nous a pi grand toujours. Le n'a constaté tout l'autre monde qui est de l'autre côté libéré yo. Contentement nous a pi grand toujours. Le n'a vivre dans un pays côté kidnapping pas existé. Contentement nous a pi grand toujours. Le n'a vivre dans un pays côté tout le monde a ka circuler côté ovlé, les ovlé dans respect la loi. Ak tout comme m'a dit toute société a merci. M'a dit tout le monde à toute institution qui te travaille en pile sur dossier ça, merci. Un gros merci pour la presse qui t'a aidé nous. Nous comprenons frère Axemio, on va pas citer non monde, on va pas citer non toute institution yo, mais bon Dieu connaît yo. Bon Dieu va bénir yo. Moi te veux prendre un petit moment ça bien vite pour me te annoncer nous. Toutes 6 frères Axemio libérés. Pour me te dire non, dis bon Dieu merci avec moi et puis Kembe Fem dans la prière. Kembe fem nan vigilance, kembe fem nan solidarité, yon ak l'autre, yon veille sur l'autre. Kembe fem parce que pays a pas arrêté dans situation ça. C'est pour bon Dieu bénir Haïti. C'est pour bon Dieu protéger pays a. C'est pour aider nous mettre pays a sur rail parce que c'est bon Dieu la vie a. Rien pas impossible pour lui. Merci tout le monde. Merci en pile. L'association des pharmaciens d'Haïti dément les rumeurs circulant notamment sur les réseaux sociaux selon lesquelles la professeure Marie-Josette Malvoisin, kidnappée le 15 dernier, a été libérée.
Le vice-président de la PH, Romel Cajuste, qui dit avoir parlé cet après-midi avec la famille de la victime, informe que la pharmacienne était encore entre les mains des ravisseurs. Écoutez les explications du pharmacien Romel Cajuste. Jusqu'au moment où on a parlé avec quoi là, nous avons de 4 moins 10, nous n'avons aucune information qui est libérée, nous sommes en contact avec Pochio, donc jusqu'à présent, il est toujours entre les mains de ses ravisseurs. Bon, c'est notre souhait de toute façon, mais ça a beaucoup fait jusqu'à présent. Nous sommes en communication avec des proches familles, régulièrement, il y a toujours informé de l'évolution de la situation, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait, je n'ai pas souhaité là. Nous-mêmes, dans l'association, comment nous voyons ça? Nous voulons très mal en tant que collègues, nous, et puis tout, nous voulons très mal tout parce que c'est quelqu'un qui est très très utile. Des étudiants, les attends, il y a des étudiants qui doivent dispenser qui peuvent bénéficier de ça, il y a des patients tout qui bénéficient régulièrement de travail que la fait qui pas qu'à bénéficier. Donc vraiment c'est en plus soumettre côté affectif, côté moral, tout ça, c'est des charges qui lourdes pour nous quand même. Mais j'espère que monsieur a de la raison, il a fait le nécessaire pour que nous capable permettre madame Malvoisin de recouvrir la liberté. C'est ça que nous souhaitons, c'est ça que nous avons réclamé tout. D'accord? Donc jusqu'à présent, c'est pas encore les gens de moi sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes en contact avec la famille, on théorie ça autour, donc jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Un groupe de citoyens engagés s'est rendu ce vendredi à Tabar, à l'endroit où le corps sans vie de l'étudiante en sciences infirmières Marlene Flora-Neristan a été retrouvé. Ils ont ainsi rendu hommage à la disparue et ont profité pour rappeler les autorités à assumer leurs responsabilités face au fléau de l'insécurité. Reportage Marie-Samuel Charles et Claudie Bartol. Nous sommes à Tabar. C'est dans cet endroit que le corps sans vie de l'étudiante Marlene Flora-Neristan a été retrouvé lundi 26 avril 2021. Une victime de plus, une victime de trop du phénomène de l'insécurité, notamment du kidnapping. Elle avait été enlevée dans la soirée du jeudi 22 avril alors qu'elle revenait d'un stage de formation à l'hôpital universitaire La Paix de Delma 33. Devant ce portrait dessiné par des artistes peintres, ces citoyens engagés ont voulu saluer la mémoire de la victime. Ceux qui ont fait le déplacement ont fait part de leur amertume et appellent l'État à assumer ses responsabilités. Indignés, ils ont exprimé leur ras-le-bol de la situation chaotique et l'inconfort du pays. Ce citoyen énumère un ensemble d'initiatives à entreprendre par l'État haïtien. C'est plateforme citoyen engagé, mais il n'y a pas d'initiative plateforme citoyen engagé. C'est une initiative nous tout le monde qui dit qu'il n'y a pas d'accord kidnapping, il n'y a pas d'accord séquestration, il veut pour que le monde capable vivre bien, paisiblement. Et donc son plaisir pour nous capables là et jeudi nous arrivons dans phase solennellement et pour nous capables porter un message. Le premier message que nous voulons porter, nous estimons que l'État à genoux. Il revient à citoyens, à la population pour contraindre l'État pour capable assumer fonction régalienne qui c'est droit à la vie, droit à la sécurité. Et dans ce sens, nous avons des recommandations avant même de déposer Gep de fleurs là, en mémoire de l'étudiante Marlene Flora-Neristan. Nous voulons pour que l'État pour capable collaborer avec la compagnie téléphonique pour retracer l'individu malfrat qui a semé deuil dans les yeux de la population. Deuxièmement, nous voulons pour que l'État pour capable prendre responsabilité pour suspendre créer disparité sociale, économique pour pas gagner petit Jean, petit Jacques, petit Pierre et qui pourra le faire que moun sa yo obligé aller dans nos actes de kidnapping malheureusement qui pas de courage pour capable intégrer dans la société pour capable vivre tant que moun. Troisièmement, nous voulons un message clair by tout le monde qui a fait politique, acteurs politiques en Haïti pour nous dire que le pays a descendu trop bas. Je dis à la fois un dépassement en profondeur malgré capable de gagner des accords en profondeur tout. Et je dis à ne pas accepter pour le pays à descendre plus bas que ça, sauf façon pour nous dire non à kidnapping avec toute énergie. Jeudi, responsables, professeurs et étudiants de la faculté des sciences infirmières de l'Université Notre-Dame d'Haïti ont organisé une cérémonie d'hommage à Marlene Flora-Neristan. Marie-Samuel Charles et Claudie Bartol pour Zoom Haïti News. Les États-Unis n'accorderont aucun financement au gouvernement haïtien pour le référendum constitutionnel prévu le 27 juin prochain.
C'est ce qu'a fait savoir hier jeudi le porte-parole du département d'État, Ned Price, réitérant l'appel du gouvernement américain à la tenue d'élections en vue du retour à l'ordre démocratique en Haïti. La tenue d'élections est le moyen démocratique de mettre fin au régime irrégulier et prolongé d'Haïti par décret et de restaurer le rôle de la législature dans la démocratie haïtienne. Les élections présidentielles prévues à l'automne de cette année sont nécessaires pour transférer le pouvoir pacifiquement et en temps opportun d'un dirigeant démocratiquement élu à un autre. Nous avons répété à plusieurs reprises que quant à la réforme constitutionnelle, c'est au peuple haïtien qu'il appartient de décider. Nous avons souligné au gouvernement haïtien que le gouvernement américain ne fournira pas de soutien financier pour un référendum constitutionnel, a déclaré M. Price. Le porte-parole du département d'État a fait ces déclarations alors que près de 70 congressmen ont dans une correspondance au secrétaire d'État américain Tony Blinken appelé à un changement dans la politique américaine vis-à-vis d'Haïti et demandent à l'administration Biden de ne pas financer le référendum que le président Jovenel Moïse et son équipe veulent à tout prix organiser pour doter le pays d'une nouvelle constitution. La firme technologique Mentor, ayant l'expertise dans la conception de solutions numériques dans le domaine de l'éducation, a présenté ce vendredi une plateforme numérique éducative permettant aux élèves de suivre des cours à distance, même sans Internet, suivant le programme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette plateforme se veut une solution révolutionnaire conçue et développée dans l'objectif de pallier aux absences de contenu éducatif numérique pouvant supporter l'enseignement présidentiel dispensé dans les salles de classe. Compte rendu Pierre-Philor Saint-Fleur. Lancement de la firme technologique Mentor. Mentor regorge un ensemble d'applications pédagogiques visant à améliorer le confort des enfants dans l'apprentissage, a expliqué le directeur général de cette firme technologique, Jean-Philippe Désert. C'est un programme interactif et attractif conçu pour l'apprentissage des enfants par une cinquantaine de jeunes experts en technologie. Le programme est ouvert à tous les enfants du territoire, relate M. Jean-Philippe Désert, qui se souvient des embûches au départ. Depuis 2013, l'IDEA a germé et dans fin 2013 là, et puis nous lancer. Le nous t'ai lancé, c'était assez difficile. D'ailleurs, bon paquet dans logiciel que nous avons utilisé, donc nous pas besoin des compétences pour y ici. Si moun qui dans le nord, si moun qui dans le sud, quel que soit côté l'IA, eh bien, il n'y a pas besoin d'internet. Il suffit que qu'on ait à la ligne jeune application. Hein, et dans la localité côté l'IA, donc là, besoin un agent ou etc. Il a capable, si vous relais nous-mêmes, nous pourrons aller dans côté produit en bas. Une fois que vous avez un produit, donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'internet, donc il est capable sous tablette et puis utiliser sans problème. Les livres numériques de Mentor, ils n'ont pas remplacé les supports en dur. Donc, c'est des séries de livres qui viennent ajouter à support en dur et qui permettent une meilleure assimilation de ça qu'a fait là. Les concepteurs de cette plateforme numérique veulent révolutionner le système éducatif haïtien. Ce n'est pas qu'une simple plateforme, a expliqué Franz Pierre-Louis, l'un des membres de Mentor. Le programme a été bâti en fonction du curriculum du ministère de l'Éducation nationale. Ces facettes sont nombreuses, comparées à la plateforme du MENFP, pratique, fait remarquer Maître Pierre-Louis, tout en indiquant qu'au sein de Mentor, ils sont ouverts au ministère de l'Éducation nationale pour l'homologation de leur plateforme. Il explique les avantages et les perspectives d'avenir de Mentor. Les fois que gagne une rupture de classe, eh bien à partir d'une tablette, à partir d'un ordinateur que si nous sommes capables de gagner la caillou, nous sommes capables d'utiliser le système que Mentor gagne. Mentor sera disponible à la fois et en français et en anglais et en espagnol. Pour le moment, tant qu'on se dit, le programme préscolaire est totalement disponible sur tablette pour les enfants. En ce qui concerne les fondamentales, nous avons gagné première jusqu'à 4e année. Pour cette année, nous travaillons pour nous qui mesure 5e année, on est capable de développer jusqu'à ce que nous sommes capables de vivre dans la 9e année. L'objectif Mentor, c'est d'ici 2022 et 2023, et bien, nous boucler tout le programme pour faire en sorte à ce que depuis Pruquet jusqu'à NS3 et NS4, eh bien, nous arrivons à gagner des programmes, des manuels qui conforment à ce que le ministère a dit et que nous sommes capables d'utiliser dans la salle de classe. C'est une initiative louable qui sera profitable à la fois aux parents, aux élèves et aux professeurs, se réjouit Mme Begui Degouot. Pour l'enseignante, ce programme est adapté à la situation du pays. Elle regrette cependant que la majorité des enfants ne puissent y avoir accès. L'organe des systèmes Mentor venu avec l'IA,
utiliser presque toutes sortes d'apprentissage. Ou ti moun nan lèl avec laptop là, lèl devant tablette là, l'a ka toucher, l'a ka tendre, l'a ka parce que il y a tout type de ti moun. Il y a ti moun qui auditif, il y a ti moun qui visuel, il y a ti moun qui kinesthésique pour autorité yo. Pour ta aider yo et puis avec ça nous t'a vinn gagnon éducation qui équilibrée parce que là ça pas gain go l'école, ti l'école, ça tout ti moun parce que pas oublier tout ti moun intelligent. Tout le monde qui travaille, ben, le tout le monde dans la tablette, la travail, la bien plus performant. La plateforme numérique éducative Mentor permettra aux élèves de suivre des cours à distance, même sans Internet. Sa matérialisation découle du constat de la rupture fréquente de l'année scolaire à cause du processus de blocage répétitif du pays. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Rodney Aimable à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. C'était la revue de la semaine du journal de Zoom Haïti News. Restez branchés sur les réseaux sociaux et surtout, informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 54 langues. Au revoir et bon week-end. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout.